contrairement peut-être à la rue, au pont, à la place, c'est vrai que le quartier, c'est plus indéfinissable, vous voyez, c'est plus subjectif, hein. Ah, moi, j'habite au nord de Charonne, et à côté, il y a la rue d'Avron. Ça fait deux pôles un petit peu antagoniques, là. L'ancienne enceinte des fermiers généraux, et puis la rue qui va à Montreuil, un boulevard avec une ambiance très urbaine, et puis une rue cosmopolite et très commerçante. Et c'est vrai que quand j'arrive, tout d'un coup, je me sens pratiquement chez moi. C'est vrai que le quartier, c'est à l'interface, voilà, entre l'extériorité absolue et puis l'intimité. Et en même temps, le quartier, c'est ce qui intercède, hein, voilà, entre la ville et soi. Parce que la ville, c'est trop grand pour qu'on puisse la connaître. Même une petite ville, vous voyez, on ne peut pas en connaître tous les recoins, on ne peut pas en connaître toutes les rues, les ruelles, c'est pratiquement impossible. Tandis que le quartier, même si on ne l'a pas fait, même si on n'a pas reconnu les lieux, il est possible de le faire et d'en avoir une connaissance intime. Alors ce cours aujourd'hui, c'est pas vraiment un cours, enfin c'est vrai, j'ai pas l'impression de faire des cours, c'est vrai, mais c'est plutôt donc une sorte de, de préparation d'une pièce de théâtre entre deux personnages, la ville et le quartier. Pourquoi deux personnages? Parce que le quartier, effectivement, il intercède, hein, donc il est dans une relation de subordination par rapport à la ville. Mais des fois, le quartier, effectivement, il interfère, vous voyez. Il tend à devenir lui-même une ville. Donc c'est un peu comme ça qu'il faudra voir mon cours aujourd'hui, comme des, des épisodes, hein, des relations tumultueuses entre le quartier et la ville. Voilà, l'image du quartier, pour moi, c'est vrai, c'est celle d'Ambrogio Lorenzetti, la fresque qui est au Palazzo de Sienne, hein, et les effets du bon gouvernement. Voilà. Donc c'est un détail, hein, de la fresque. Et puis on voit donc effectivement des gens qui sont montés sur des chevaux, d'autres des teinturiers qui sont en train de teindre des teintures, des tissus, pardon, hein, des danseuses, voilà, qui dansent, hein, des gens qui apprennent. Enfin, il y a toutes sortes d'activités donc dans le quartier. Effectivement, comme il y a toutes sortes d'activités dans mon quartier, il y a des gens qui courent avec des casques sur le boulevard, et puis d'autres qui achètent du pain ou de la charcuterie rue d'Avron. C'est ça, le quartier, c'est vrai que c'est donc à la fois totalement subjectif, mais ça désigne aussi donc toutes sortes d'activités. Bon, bien sûr, je reviens sur cette image parce que voilà, pour la rue, mais c'est aussi le quartier. C'est aussi des personnages comme ça, qui se mettent en scène. C'est pas des amis, c'est pas ça, mais voilà, c'est des gens qu'on connaît, le charcutier, le boucher, le boulanger, que sais-je encore. Voilà, c'est des personnages comme ça qui sont là, et quelque part, qui font quartier. Parce que sans ces personnages, on va se poser la question de savoir si le quartier, il existe vraiment. Voilà, donc ça c'est le premier point, les bonnes relations entre le quartier et la ville, l'intercession du quartier qui permet effectivement aux gens qui y habitent d'avoir l'impression d'habiter la ville. Et maintenant aussi, on va voir des éléments presque conflictuels. Voilà. Le premier, c'est attenter à l'intégrité de la ville en la divisant en quartiers. Ça, c'est un truc qui m'a frappé quand je suis allé à Moscou, quoi, parce qu'en fait, Moscou, c'est pas du tout une ville unitaire, quoi. Ce sont ce sont des villes dans la ville, et ce sont des villes avec des murailles hein, qui ont été détruites très très tard, oui, à la fin du XVIIIe siècle, hein, au début du XIXe siècle, hein, puisque chaque ville donc, hein, avait sa muraille. Hein. Le Kremlin, hein, ensuite
à côté de lui, Kitaï-Gorod avait sa muraille. En face, la ville blanche avait sa muraille. La ville de terre avait sa muraille. Et puis, de l'autre côté de la Moscova, la ville des Tatars avait sa muraille aussi. C'est une ville complètement divisée, hein, pour justement, peut-être aussi pour justement faire en sorte qu'elle ne fasse pas unité, hein, pour s'opposer au pouvoir. Là, c'est donc au Kremlin, la cathédrale. Là, c'est le plan donc, du début du XVIIe siècle, hein, où on voit très très bien, vous voyez, hein, les quartiers, hein, séparés, hein, par des fortifications et des glacis, vous voyez, hein, donc comme si ils pouvaient être à tout moment en guerre, hein, les uns avec les autres. Et surtout, donc, comme si il fallait absolument qu'ils s'unifient. Et on voit aussi, vous voyez, parce que ce dont j'avais parlé au début du cours, je crois, à propos de la place rouge, voilà, on la voit, la place rouge, hein, c'est juste un glacis, hein, qui sépare Kitaï-Gorod du Kremlin. Et on voit aussi, vous voyez, la cathédrale Sainte-Basile, c'est pas une cathédrale comme une cathédrale gothique, où effectivement c'est une gigantesque nef, hein, où toute la population de la ville peut se rassembler. Hein, pas du tout, on va le voir tout de suite. Voilà, ça c'est une gravure, hein, de la cathédrale Sainte-Basile. Alors ça c'est une photo, on voit des tours qui sont pressées les unes contre les autres et qui se dressent vers le ciel. Mais, vous voyez, en plan, eh bien, on voit des espaces qui sont rigoureusement séparés. Vous voyez, ce sont des espaces qui permettent de définir des rituels, des processions, mais qui ne permettent pas, vous voyez, donc, à une foule unitaire de se constituer, hein, comme nous l'avions vu, hein, dans le cours sur la place. Et la place rouge, c'est juste, vous voyez, un espace, voilà, entre deux fortifications, entre deux villes, hein, totalement antinomiques. Et là, aujourd'hui, les murailles ont été détruites. Vous voyez, on voit encore, vous voyez, les cicatrices, hein, avec la ceinture des boulevards, la ceinture des jardins, hein, d'abord la ceinture des jardins, ensuite la ceinture, non l'inverse, d'abord la ceinture des boulevards, ensuite la ceinture des jardins, hein, qui sont très très larges, hein, puisque dans la ceinture des jardins, il y a même un lac, hein, le lac des bouchers, hein, qu'on peut encore voir aujourd'hui. Autre exemple, un petit peu différent, c'est Prague. Là, elle aussi, c'est une ville, voilà, qui est divisée, hein, en unités totalement, pratiquement autonomes. Vous voyez. Bon, on voit Ratchani avec le château, vous voyez, on le voit sur la perspective, sur la peinture, il est en haut. Vous voyez, en bas, il y a Malastrana, mais c'est aussi une ville totalement autonome. Et ces deux villes ne communiquent pas, communiquent difficilement par des passages, par des escaliers, par des portes. On voit le pont Charles, qui unit justement la ville aristocratique et la ville château, donc à la vieille ville et à la nouvelle ville. Et on voit aussi, si vous voulez, qu'il y a une porte, voilà, encore, hein, qui surveille le passage entre Malastrana et Ratchani vers Stare Mesto, et donc la ville ancienne. Voilà la porte. Voilà. Et c'est vrai qu'à Prague, même si aujourd'hui toutes les enceintes ont disparu, mais elles sont restées très très longtemps. Et elles sont restées très très longtemps parce que, comme la Bohême était sous la domination autrichienne, sous la domination des Habsbourg, ils ne voulaient surtout pas, si vous voulez, que Prague puisse faire concurrence à Vienne. Et donc, ils l'ont confiné, vous voyez, le plus longtemps possible dans ces enceintes. Et c'est vrai que, voilà, quand on est à Prague, c'est vrai qu'on n'arrête pas de passer des portes, là. Hein, la porte de la Poudrière, hein, pour entrer donc depuis la ville nouvelle vers la ville ancienne. Là, la porte de la vieille ville, hein, pour passer le pont Charles. Et puis ensuite, il y a encore des portes et des portes et des portes d'églises, des portes des palais, des portes de monastères. Je ne sais pas, à toute mise, je ne voulais pas qu'on se perde là-dedans. Mais vous voyez, c'est la ville des portes. Et surtout, voilà, c'est la ville, voilà, du masculinement. Oui, parce que chaque fois qu'on passe une porte,
eh bien, on plonge dans un univers complètement différent. Là, c'est pour ça que j'ai mis cette image là du procès d'Orson Welles. Hein, c'est la séquence qui est vraiment, je trouve, complètement géniale, hein, où Anthony Perkins, donc, il rentre, il a rendez-vous pour se faire juger, et puis l'adresse de ce rendez-vous, hein, c'est une laverie, hein, et de la laverie, il parle avec une employée, et l'employée lui indique une porte, il ouvre la porte, et là, tout d'un coup, donc, il rentre dans la salle du procès où on l'attend. Hein. Et c'est vrai que c'est Kafka, et c'est vrai que Kafka, pratiquement toute son œuvre, hein, que ce soit le château, que ce soit la muraille de Chine, que ce soit tous les textes qu'il ait pu faire, eh bien, ça parle, hein, de cette ville séparée par des murailles, et où il faut constamment, voilà, franchir des portes, et constamment, vous voyez, plonger dans des univers complètement inattendus. Voilà, le plan du XVIIe siècle, hein, où on voit bien les différentes enceintes, hein, qui enferment la ville. Voilà, en bas, c'est la forteresse de Vyšehrad, et puis ensuite, vous voyez, donc, la ville à droite, c'est la ville neuve qui entoure la ville ancienne, et puis donc de l'autre côté de la Moldau, eh bien c'est Ratchani et puis Vyšehrad. Toutes ces villes, vous voyez, sont fermées, hein, sur elles-mêmes, et accessibles donc que par des portes. Et en plus, dans la vieille ville, il y a encore une enceinte, celle du ghetto, hein, donc qui est inclus, vous voyez, donc dans la vieille ville. Et donc c'est vrai que c'est une ville, voilà, faite d'enclaves. Voilà, c'est le cimetière juif, hein, c'est une enclave, hein, dans l'enclave. Autre séquence, là, autre histoire sur la guerre au quartier. Et là, ça concerne le Karl Marx Hof. Enfin, le Karl Marx Hof, c'est pas simplement faire la guerre au quartier, c'est pas ça. C'est vrai que c'est un bâtiment, je trouve, enfin, je vais expliquer pourquoi tout à l'heure, mais il m'a toujours sidéré, même avant que je fasse des études d'architecture, même avant que je me destine à être architecte, ce bâtiment, il m'avait frappé. Je sais pas si je le trouvais beau, mais en tout cas, il avait un côté, voilà, vénéneux et en même temps totalement sidérant. Donc c'est un bâtiment qui fait à peu près 1 kilomètre de long, il est énorme, quoi. Enfin, il contient à peu près 1400 appartements, il y a 5000 personnes qui y habitent, c'est toute une population. Et puis il avait été édifié donc, de 1924 à 1930, hein, par la municipalité social-démocrate à Vienne, hein, pour loger donc, les travailleurs, et surtout avec d'autres Hof, hein, lui c'est le plus célèbre, bien sûr, et le plus intéressant. Eh bien, il composait donc toute une ceinture rouge autour de la capitale. Voilà, hein, le plan, hein, avec, il y a 3 cours, et, enfin, il y a 2 cours, et puis effectivement une place centrale. Voilà, hein, ça c'est le Karl Marx Hof dans les années 30. Là, c'est des plans qui sont totalement délirants, parce que c'est vraiment hyper simple, il n'y a pratiquement pas de corridor, il n'y a rien, hein, c'est juste des 2 pièces cuisine. Et ça, c'est ce qui justifie le titre, hein, c'est que, effectivement, quand la municipalité de Vienne a changé, hein, quand elle est passée donc, des sociodémocrates à la droite, et même à la droite dure, hein, donc au champ, puisque ça a été représenté par Dollschus, qui avait pour idole Mussolini, mais qui cependant, très bizarrement, enfin c'est des choses qu'on ne peut plus comprendre aujourd'hui, hein, détestait Hitler. Mais en tout cas, voilà. Donc, il s'est senti enfermé dans sa ville, voyez, par les logements sociaux qui avaient été construits par la municipalité précédente. Et effectivement, les choses, il y a eu des émeutes, et donc il a attaqué, hein, ces ensembles,
ces grands ensembles, comme s'il s'agissait, vous voyez, de villes à prendre. Et donc voilà, donc on a tiré au canon sur le Karl-Marx-Hof. Voilà, ça rappelle, ça c'est peut-être le mauvais côté c'est l'autre côté de la fresque du palais, du palais du Palazzo della Ragione de Sienne, c'est les effets du mauvais gouvernement. Donc la guerre, donc, qui est amenée à même la cité. Et ça, c'était les ouvriers qui étaient armés et qui défendaient donc leur bâtiment comme une citadelle. Voilà, ça c'est le Karl-Marx-Hof aujourd'hui, en tout cas il y a une quarantaine d'années. C'est vrai que c'est un bâtiment donc totalement sidérant, parce qu'il y a une sorte de monumentalité, une sorte de revendication glorieuse. Quoi. Là, c'est assez fascinant. Je pense que ça doit être complètement exaltant de pouvoir habiter dans ce bâtiment. Bon, bien sûr, les Hof, c'est un petit peu un système d'habitation qu'on voit même à l'intérieur de Vienne. C'est des cours qui sont habitées. Et là, donc, ce sont des grandes cours avec, vous voyez, des mâts pour porter, potentiellement pouvoir porter des drapeaux, pour s'affirmer, vous voyez, face donc au reste de la ville. Et ça, c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai connu ce film, parce que j'ai connu ce bâtiment, parce que ce bâtiment, il apparaissait presque comme un personnage, vous voyez, dans un film. Excusez-moi, je trouve quand même, j'ai pas osé le revoir parce que je crois qu'il est vraiment complètement con. C'est le film de Liliana Cavani, Portier de nuit. Donc la thématique, c'était de dire que finalement, il pouvait y avoir des relations sadomasochistes, amoureuses dans les camps de concentration entre les médecins nazis et puis les déportés. C'est un truc complètement délirant. Mais il n'empêche, si vous voulez, que voilà, il y a quelque chose de fascinant, vous voyez. Et en plus, ces deux personnages, donc le personnage du médecin, c'était Dirk Bogarde, et puis la déportée, c'est Charlotte Rampling. C'est des acteurs totalement, oui, à la fois lumineux, vénéneux, mais qui s'accordaient mais parfaitement, vous voyez, à ce qu'on pouvait, à ce bâtiment, à sa massivité, vous voyez, au fait que justement, quand on est devant, on a l'impression voilà, même qu'il résiste, voilà, qu'on le comprendra jamais, quoi. Alors, quelque part, qu'il mérite peut-être d'être attaqué au canon, vous voyez. Il est là comme ça, il est totalement, voilà, il objecte. Voilà. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails du film, mais n'empêche, c'est vrai que j'avais vu le film quand j'étais adolescent. C'est vrai que ça m'avait. Enfin, c'est pas tant. Oui, c'est les personnages, bien sûr, sur des Rampling, Dirk Bogarde, mais l'histoire, j'ai toujours trouvé stupide. Et là, maintenant, en ce moment, je crois que je serais incapable de le revoir. Mais par contre, ce bâtiment, j'avais pas encore décidé de faire architecture, et ce bâtiment, vraiment, il m'avait énormément marqué, voilà, à cause de cette histoire, à la fois la rébellion contre Dollfuss, les formes, cet enthousiasme révolutionnaire qu'il est censé incarner, et puis bien sûr cette image là, complètement délétère que Liliana Cavani lui a ensuite accordée. Bon, pensez la ville sans quartier maintenant. On l'a déjà vu, bien sûr, mais c'est important de le revoir, parce que finalement, vous voyez, la ville contemporaine, pour 3 millions d'habitants, c'est vrai que c'est une ville sans quartier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... tout est pareil, pratiquement. Enfin, il y a des immeubles bas et des immeubles hauts, mais on ne peut pas dire qu'il y ait des quartiers. J'en ai parlé au début du cours, vous voyez, c'est-à-dire un environnement comme ça, qui fait en sorte que quand on y pénètre, on se sent déjà chez soi. On est dans un entre-deux, vous voyez. Pas tout à fait encore à la maison, mais pas dehors non plus. Là, effectivement, c'est des grandes tours. Enfin, il y a une beauté totale, bien sûr, parce que c'est très pictural. Mais en même temps, on sent pas cette
cette dimension. Et surtout, voilà, cette idée d'intercession, vous voyez, le quartier qui intercède entre la ville et toi. Là, on est livré, voilà, donc immédiatement, totalement, sans transition, sans filtre à la ville. Pareil, l'image, c'est pareil, elle est renversante, hein, l'image d'Hilbersheimer. En plus, ce type, il n'a rien fait, il a fait 3 maisons, mais il est surtout connu par ce projet là complètement fou. Hein, donc, ce sont des immeubles d'habitation, et puis en dessous, il y a des socles de bureaux, et ce qui fait que les gens qui vivent là, donc, ils prennent l'ascenseur, ils vont travailler, ils remontent, ils vont se coucher. Voilà, et ensuite, là, il y a toute une pensée, effectivement, c'est plus urbain que Le Corbusier, parce qu'on retrouve un tout petit peu des avenues, il n'y a pas de séparation, donc, il n'y a pas de séparation entre les immeubles et puis le réseau de communication, comme dans la plupart des projets urbains de Le Corbusier. Enfin, voilà, c'est beau, mais c'est pareil, vous voyez, on est livré, sans filet, sans garde-corps, sans rien. Voilà, hein. On est livré à la loi de la ville. Hein. Et ça, c'est vrai, ça c'est très bien, je crois que c'est très bien exprimé justement dans les toiles de Richter, là, sa série des paysages urbains, parce que voilà, et puis en même temps aussi, c'est vrai que ce qui est bien aussi chez Richter, c'est que bon, c'est des toiles, d'accord, c'est des peintures, d'accord, très bien. Okay. Bon, c'est des peintures. Il a peint des choses, c'est de la figuration. Il a figuré. Bon, il n'est pas allé dans la rue peindre des bâtiments, il n'a pas peint des réalisations, mais il a pris pour modèle des maquettes d'architectes existantes, hein, ou des perspectives, ou des axonométries, et puis il les a peintes. Voilà. Et c'est vrai que ça qui est fascinant, c'est le fait que dans ces toiles, on ne sait plus si c'est de l'abstraction ou si c'est de la figuration. Voilà. Et ce qui est fascinant aussi dans ces villes modernes, hein, c'est cette puissance d'abstraction. Hein, on est quand on regarde la perspective d'Hilbersheimer, hein, c'est vrai qu'on est plongé, hein, dans une ville d'une abstraction radicale. Et en même temps, c'est vrai qu'on éprouve peut-être une certaine jouissance, finalement, vous voyez, à la regarder. Bon, là, c'est une très très belle photo de Sébastien Salgado. Hein, c'est la Courneuve, voilà, qui dit tout, finalement. Voilà, la Courneuve, effectivement, c'est le dessin de Tambouté et de Lacroix, il se situe, mais vraiment tout à fait dans la lignée, hein, de Hilbersheimer et Le Corbusier. Et puis là, la photo, c'est vrai que voilà, elle dévoile quelque chose. Enfin, on voit à gauche de l'image une sorte d'intimité radicale, hein, puisque c'est la famille, mais c'est la famille élargie. La dame qui est au fond, c'est sans doute la grand-mère. Le petit garçon, c'est le petit-fils. Voilà, il y a des rideaux. Il y a même un autre personnage qui apparaît dans le fond, c'est peut-être la mère qui fait la cuisine. On sent, vous voyez, une cellule. On pénètre là, dans une intimité, et cette intimité, donc, elle est livrée, voilà, hein, sans aucune transition, hein, à l'abstraction totale de la ville pensée par les modernes. Voilà, mais c'est vrai que c'est aussi une beauté totale, hein, c'est certain. En plus, il faut pas. C'est très dessiné, c'est très composé. Hein, les façades, c'est vrai que elles sont magnifiques. C'est pas du tout répétitif. Vous voyez, il y a tout un travail de composition, hein, pour arriver. Donc, il y a toute une connaissance finalement aussi du néoplasticisme, de Mondrian. Vous voyez comment effectivement on arrive malgré tout donc à créer du singulier dans la répétition. Mais voilà, ça reste d'une abstraction totale. Et ça, c'est un des premiers projets. Enfin, c'est une première intervention dans les années 90, hein, donc sur une des barres, hein, la barre Balzac. Hein, je trouve que c'est très beau, mais on va voir. Enfin, on pourra voir après, on pourra peut-être reprendre un certain recul critique par rapport à cette intervention plus tard, mais c'est très beau parce que, voilà, la barre, là, elle s'interpose. Elle s'interpose avec le ciel. Et donc, Laurent Israël, il a creusé, il a supprimé des appartements
hein, pour créer des grandes fenêtres urbaines et laisser passer la lumière. Mais en fait, ça n'a pas suffi, puisque donc on a fini par détruire, par grignotage, la barre Balzac, comme on avait détruit plus tôt hein, la barre Debussy. On avait fait imploser, la barre Debussy. Voilà. Après, c'est vrai que dans les années 80, il y a eu là, un retour au quartier. Après les années 60, les années 70, on a cherché voilà, à repenser le quartier. Et je me rappelle vraiment un des plus beaux projets là, de cette époque, c'est le projet de Léon Krier pour le quartier de la Villette. Je me rappelle quand j'étais à UP6, j'étais à UP6 cette année-là, en 76. C'est vrai qu'on était, la plupart des gens qui étaient avec moi, ils étaient complètement tout le monde l'avait vu, et ça réapparaissait dans les projets d'étudiants, hein, cette idée comme ça de retrouver des éléments là, pour faire, essayer de refaire quartier, essayer de créer de la diversité. Ce qui passe aussi peut-être par un certain zoning, parce qu'il y a des parties d'habitation, il y a des parties de bureaux, hein, il y a des parties de jardins. Mais en tout cas, voilà, il y avait cette idée comme ça d'arriver à se mettre à l'échelle de l'individu, à ne pas faire en sorte qu'il soit, voilà, disons, mis face dans une sorte de stupéfaction, voyez, face donc aux grandes formes de la vie. Voyez. Non, il fallait vraiment trouver, il fallait justement intercéder, voyez. Donc créer une multitude d'espaces différents qui puissent se constituer comme des prolongements de l'intimité, hein, créer de multiples espaces différents hein, qui puissent être habités, hein, dans lesquels on peut habiter quelque part. Voilà, je trouve ça fou aussi, cette image, ouais, toujours complètement fasciné à cause des rideaux. Là, vous voyez, c'est voilà, comme je le disais tout à l'heure, le quartier, c'est à la fois, on est à la fois chez soi et pas encore chez soi. Et là, effectivement, il y a ces grands rideaux hein, qui sont accrochés à la Stoa, un petit peu comme à Venise, là, sur la place Saint-Marc. Hein, il y a ces stores comme ça là qui protègent les consommateurs du café Florian et autres. Mais tout en faisant en sorte que on va essayer de trouver une transition, un intermédiaire vous voyez, entre le chez-soi et puis la ville. Bon, autre exemple, mais sur lequel, bien sûr, c'est basé Léon Krier, hein, c'est bien avant lui, donc c'est la cité industrielle de Tony Garnier. Là aussi, c'est pareil, c'est une cité, d'accord, mais il y a des quartiers. Bon, bien sûr, il y a un certain zoning, parce qu'il y a des quartiers industriels, il y a des administrations, il y a les logements, c'est un équipement. Voilà, mais ce qui est fascinant, c'est vrai, c'est les quartiers d'habitation, parce qu'en même temps aussi, ce qui est fou chez lui, c'est que, voilà, on a l'impression qu'il essaie, vous voyez, disons, de porter, de supporter voilà, toute l'histoire de l'architecture depuis la maison romaine ou la maison grecque hein, jusqu'à aujourd'hui. Bon, ces bâtiments, ils sont visiblement en béton, puisque c'était donc un des chantres du béton armé. Mais en même temps, donc, effectivement, ils sont pas hauts. Et puis, par moments, vous voyez, on a l'impression que les habitants sont en toge, vous voyez. En tout cas, ils sont habillés d'une manière très... Surtout les femmes sont habillées, ont des grandes robes comme des toges, voilà. Et on a l'impression, effectivement, qu'il y a une volonté comme ça de relier, vous voyez, ce qu'il y a de plus ancien, de plus archaïque, et surtout, peut-être l'histoire de l'architecture, se réapproprier, donc, dans les habitations contemporaines, l'histoire la plus ancienne de l'architecture. Bon, autre exemple très différent, c'est la noiserie d'Henri Siriani. Et surtout, c'est toute la réflexion d'Henri Siriani sur la pièce urbaine. Là, quoi. Et c'est vrai qu'il y a un côté mystique. Enfin, j'aime bien ça parce qu'il y a un côté mystique, un tout petit peu, si vous voulez. Voilà. C'est comment faire en sorte qu'un bâtiment, un immeuble,
eh bien, il puisse faire ville, en tout cas, il puisse faire quartier, il puisse intercéder, voilà, entre l'occupant et la ville. Hein. Donc, ce sera une pièce urbaine. Même s'il n'y a pas de commerce, même s'il n'y a rien, eh bien, malgré tout, là, hein, on arrivera à créer un environnement, un espace intermédiaire hein, entre l'extériorité et l'intimité. Voilà, l'immeuble qui suit la voie principale. Et on retrouve des éléments, on retrouve le pont, vous voyez, on retrouve la porte, la grande arche par laquelle on peut passer. Et après, donc, voilà, on est sur le pont maintenant, et on avance. Et après, on suit une allée. Et là, il y a des terrasses. Et en même temps, voilà, tout est bien sûr, on retrouve quelque part, là, il y a une sorte de synthèse, voilà, entre la géométrie hein, de la cité des 4000 à la Courneuve tout à l'heure, mais en même temps, voilà, donc, il y a des singularités, voilà, des loggias, il y a des porches, hein, tout ça, effectivement, pour faire en sorte que on puisse concilier donc, l'architecture du bâtiment avec le quartier. Et faire en sorte que le bâtiment il puisse irradier, voyez, donc, un environnement permettant de passer de l'extériorité à l'intimité. Bon, autre exemple, c'est un projet de Portzamparc. C'est un projet à Fukuoka, au Japon. Donc, au départ, il avait fait un grand bloc, je ne sais pas comment c'était, peut-être un truc pyramidal. Et puis, après, il a complètement changé d'avis. Et puis, justement, voilà, donc il a cherché à créer une sorte de scénographie urbaine. Voilà, tout ça pour voilà, mettre en valeur les personnages, les habitants. Hein, c'est assez fascinant parce qu'il y a des bâtiments carrés, donc il crée comme un cadre de scène, vous voyez. Et puis ensuite, il y a un bâtiment qui ressemble à une montagne, hein, comme la montagne qu'on a vue, je sais pas si très rapidement, vous voyez, donc dans le tableau de Joachim Patinir, voilà. Hein. Donc tout d'un coup, voilà, on fait venir, on amène, enfin, on cherche à concilier, voilà, hein, la ville, le grand paysage, le quartier et l'habitation. Et c'est vrai que c'est une scénographie, comme nous en avons vu hein, dans le cours sur la rue, hein, les scénographies d'Alberti, voilà, qui considérait, enfin, oui, d'Alberti considérait la rue hein, comme effectivement une scène, Palladio, voilà, qui avait cherché à faire rentrer hein, son projet pour Vicence hein, dans le décor permanent hein, du théâtre olympique. Donc on retrouve cette volonté hein, de créer une scène hein, à partir de laquelle les occupants ils peuvent se mettre en représentation. Et là, c'est vrai, il y a ces trois éléments, hein, les deux blocs carrés hein, qui font cadre hein, et qui articulent cette profondeur spatiale à la ville. Voilà le grand immeuble en forme de rocher, hein, comme dans la peinture primitive, hein, qui représente la nature. Et puis ensuite, donc, un petit objet acteur hein, qui, quelque part, anticipe voilà, justement la venue hein, des personnages dans cette scénographie. Voilà. Donc, j'ai passé un autre récit, encore, enfin, autre manière d'appréhender la ville. C'est justement essayer d'appréhender la ville en la sent, enfin, ou le quartier, le quartier, c'est les quartiers dont j'ai parlé. Essayer d'appréhender le quartier, non comme voilà, un espace rigoureusement géométrique, rigoureusement fonctionnel, hein, ou un espace comme un espace héroïque, mais au contraire, essayer de voir comment, en regardant le paysage, en regardant le contexte, là, on peut imaginer hein, en posant des règles assez simples, on peut imaginer que le quartier il puisse
se constituer de lui-même, vous voyez. Hein, donc, c'est-à-dire que comment on peut, juste en fixant quelques règles, voilà, espérer que la ville, elle se fasse d'elle-même. Un peu, vous voyez, comme les écrivains d'Oulipo, donc Pérec, Queneau, voilà, donc voilà, plutôt que s'emmerder à se prendre la tête pour essayer d'inventer des histoires, voilà, il fallait mieux finalement se donner des règles et puis ensuite les suivre. C'est comme un jeu, voilà, sans, et tout d'un coup, effectivement, le langage, les mécanismes du langage, tout ça, ça finit par créer des histoires, enfin, auxquelles on peut totalement croire. Mais sans vouloir, dès le départ, vous voyez, dire je vais dire ça, je vais faire ça, hein, mais au contraire, voilà, simplement définir quelques règles génératives à partir de laquelle la littérature arrive. Enfin, il n'y a pas que, il n'y a pas que, il n'y a pas que, il n'y a pas qu'Oulipo, il y a aussi, même Jules Verne est comme ça aussi. Il se donne des règles, il travaille sur des cartes, et puis de là, le récit advient sans se prendre la tête, quoi, sans chercher à créer des histoires. Et là, j'ai parlé de deux projets. Donc, le premier, c'est un projet pour Melun Sénart. Vous savez qu'il est enfin, les deux sont anciens, ils datent de la même année, 1988. Le premier, c'est le projet pour le quartier central, enfin le centre de Melun Sénart, avec Doma. Bon, c'est pas du tout le projet qui a gagné. De toute façon, les projets qui ont gagné, ils n'ont pas été construits. C'était un projet de Copy Melblo, bon, un truc comme ça, sans, enfin, intéressant, c'est vrai, mais très plastique, voilà. Et l'autre, c'était le projet de Sarfati, je ne me rappelle pas trop, parce que c'était encore très différent. Mais là, le projet pour le projet de Melun Sénart, justement, donc, Remcolas, il a bien regardé, vous voyez, le territoire, voilà. Bon, bien sûr, les choses ont un tout petit peu changé maintenant, parce que ça, c'est la photo aérienne d'aujourd'hui. Et finalement, ce projet de centre, il a été construit, il n'a pas été construit par un architecte, il a été construit, peut-être un architecte, mais il a surtout été construit par Unibail. C'est le grand carré qu'on voit ici, vous voyez, voilà. Hein, c'est un grand centre commercial, et après, se sont greffées toutes sortes d'activités. Alors que, justement, le projet de Remcolas, il était très subtil, il a cherché donc à voir un peu les lignes de force du site. Donc, il y avait, là, je crois que c'était la Nationale 7, et maintenant, c'est l'autoroute A6, je crois. Après, là, oui, la Nationale 7, enfin, peu importe. Avant, c'est une nationale, et maintenant, c'est une autoroute. Là, c'était un peu c'est devenu maintenant la francilienne, mais à l'origine, c'était aussi encore une nationale. Donc, il y avait deux nationales qui se rencontraient. Après, là, il y a une forêt. Voilà, ici, il y a une autre forêt. Voilà, après, il y a je crois, ça s'appelle la voie royale. Je pense qu'elle est, elle doit être, je ne sais plus trop exactement, mais on la voit sur le plan tout à l'heure. Enfin, il y a la voie royale. C'est un axe qui reliait la forêt en haut à un pavillon de chasse. Et puis ensuite, il y avait des lacs et puis des haies. Et donc, voilà, il a donné, vous voyez, simplement un système de règles et d'interdictions. Voilà, il a travaillé en fixant non pas les pleins, mais les vides. Et donc, il a par exemple, ça c'est le plan, il a créé des bandes inconstructibles. Bon, bien sûr, il a créé des bandes autour des nationales, parce qu'en général, voilà, c'est autour des nationales que les constructions viennent habituellement se disposer, vous voyez, presque de manière naturelle, vous voyez, chercher comme ça, vous voyez, à contrôler, voilà, ce qui se fait naturellement, essayer de venir s'y interposer. Donc, éviter de construire en bordure des routes, éviter de construire à l'orée des forêts, c'est là aussi où les gens aiment bien venir habiter pour ne pas miter le paysage. Vous voyez, bien isolé, là, vous voyez, donc les grandes bandes vertes existantes et refuser qu'on vienne y construire quoi que ce soit. Et puis ensuite, créer donc une grande bande, c'est la bande transversale, la bande oblique, là. Voilà, cette bande oblique, eh bien, c'est uniquement pour
des équipements publics, ce futur, ce futur centre-ville de Menin-Sénart. Et puis après, c'est ça que je trouve totalement génial, voilà, entre les bandes, putain, les gens, ils peuvent construire ce qu'ils veulent, quoi. Il n'y a pratiquement aucune règle, là. Vous voyez, donc on contraint à ne pas construire à certains endroits, mais après, il n'y a plus aucune contrainte. Voilà, ça c'est l'idée des bandes, vous voyez. Donc là, ici c'est la bande d'équipement, là c'est la bande de l'orée de la forêt, là c'est la bande en bordure des nationales. Et puis ça c'est la maquette, vous voyez, qui exprime parfaitement le projet. Hein, c'est-à-dire que, voilà, les vides, donc il y a des vides autour des axes. Toutes les bandes végétales ne sont pas bâties. Hein, et par contre, dans les interbandes, c'est un total chaos. Voilà. Bon, il n'a pas gagné. Mais enfin, voilà, il n'a pas gagné, mais ça, c'est un truc, je pense que c'est vrai mais je ne pense pas qu'il y ait encore des projets de ce type-là, mais c'est vrai que c'était vraiment assez étonnant. L'autre projet qui a été fait à la même époque, là, c'est la Tempole de Nantes, Cresson de Porzampar, en 88. Et c'est vrai que c'est pas tout à fait le même principe, mais oui, c'est un peu le même principe, parce que il devait construire, donc, enfin, lui, par contre, il a gagné, mais ça n'a pas marché. Bon, je vais expliquer pourquoi. En fait, voilà, c'était donc à Nantes. Hein, là, on voit, c'est la vallée de l'Erdre. Bon, la vallée de l'Erdre, c'est là où il y a toutes les maisons des grands propriétaires terriens, des grands armateurs de la ville. Et c'est aussi, donc, c'est très complexe parce que c'est aussi, il y a encore des champs, enfin, il y a encore des champs, oui, je crois qu'il y a toujours des champs. Puis c'est aussi, il y a aussi une Erdre très populaire avec des petits, pas des cabanons, mais enfin des trucs comme ça, des petits cabanons là au bord de l'Erdre où les gens viennent le dimanche. Et donc, ce qu'il avait cherché à faire, c'est de dire que, voilà, ce qu'il fallait surtout éviter dans cette vallée, c'était de imiter le paysage, exactement comme Colas. Voilà. La réponse, elle n'est pas tout à fait identique, mais si, je trouve qu'elles ont beaucoup de similitudes. Bon, d'abord, il a créé aussi, voilà, un grand vide. Voilà, c'était le grand axe central comme ça. Donc c'était un vide qui était découpé pratiquement. Enfin, c'était un vide sur du vide, parce que là, il y a une dépression. Et d'ailleurs, ça rappelait beaucoup de balles négatives de Michael Hetzer, là, dans le Nevada. Vous voyez, cette œuvre de land art, hein, qui est un vide, hein, qui vient s'inscrire dans du vide. Et là, donc, il avait décidé de créer un grand vide central. Enfin, il y avait par moments des circulations, mais c'est des circulations très ponctuelles. C'était pas un grand boulevard, c'est surtout un grand vide. Et ce grand vide, il était orienté vers la tour Bretagne, hein, qui domine donc à Nantes tout le paysage qu'on voit de partout, ce qui permettait donc un raccordement symbolique à la ville. Et puis après, voilà, ce qui était fou, donc il avait créé cet axe-là. Ensuite, il avait créé, c'est un peu comme une sorte de carte de géographie, c'est un peu comme une projection de Mercator, c'est-à-dire qu'il y a, disons, l'équateur, comme ça, et puis après, il devait dessiner des méridiens, donc des axes qui descendaient jusqu'à l'Erdre. Bon, en bordure de l'Erdre, c'était de simples chantiers, des simples marquages au sol, et puis après, donc, ça devenait parfois des rues. Hein. Et surtout, il avait fixé à la ville des limites précises, voilà, qu'elle ne pouvait pas dépasser. Et c'était très compliqué. C'est pour ça d'ailleurs, je pense que ça n'a surtout pas marché. Mais c'est à peu près le même principe que Colas, dans le sens où, voilà, c'était que des règles. Et puis, imaginez effectivement que à partir de ces règles, le quartier, donc, il puisse se faire lui-même, voilà, hein, sans déborder, hein, donc, sans venir souiller la nature, puisque finalement, ce qui fait l'intérêt de ce site, c'est qu'il est encore naturel. Il y a encore des champs, il y a encore des bosquets, et puis, bien sûr, il y a la vallée de l'Indre. Et si on le construit de partout, il n'a plus aucun intérêt. Et donc, l'idée, c'était vraiment essayer à la fois
d'avoir des lignes de partage très nettes entre le construit et puis la nature, et puis en même temps de ne pas avoir que le construit ne vienne pas polluer même visuellement la nature, parce que c'était que des murs qui étaient destinés à se recouvrir de végétation. Vous voyez, les murs limites, c'était que des murs qui étaient destinés à se recouvrir de végétation et qui étaient percés que par des petites ouvertures, comme des jours de souffrance, ou alors percés de cours et dans lesquels on pouvait avoir des immeubles pouvaient avoir des seconds jours. Vous voyez. Voilà, donc là c'est cette carte de géographie, là, ce plan de Mercator. Et là, vous voyez, c'est le principe hein, donc, des îlots là, qui sont totalement fermés. Tous les îlots, là, les continents, voilà, pardon, tous ces continents, donc, ils devaient reposer sur un parking, et ensuite, ils étaient donc posés sur ce parking avec des cours surélevés qui pouvaient donner sur l'extérieur. Et donc, les façades en second jour, vous voyez, pouvaient quand même avoir des vues sur la nature. Et par contre, les façades limites, elles, n'avaient pas de vue, ou alors de très petits jours de souffrance. Voilà, c'est tout son principe. Voilà, puis ça, c'est le plan. C'est le plan c'est là où il a commencé à réfléchir, à penser là, sur l'îlot ouvert, donc avec des bâtiments, des îlots qui soient pas, dont le périmètre ne soit pas construit à 100%, mais à 60% ou à 40%, je ne me rappelle pas, de manière donc, de toujours avoir des porosités. Et maintenant, pour terminer, on va voir un peu là. Comment aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a assez peu de projets. Et c'est vrai, de toute façon, il y a une masse construite qui est énorme. D'abord, il y a beaucoup d'architectes maintenant qui militent pour ne plus construire, pour se préoccuper de ce qui a été, de ce qui a été construit, ce qui est déjà construit, qu'il faut pas détruire, comme justement les barres de la cité les barres de la cité des 4000. Et donc, c'est vrai qu'il y a une tendance très forte, là, vous voyez, à réparer, à réménager et à réhabiliter. C'est vrai que les grands maîtres, voilà, hein, de cette réparation, c'est l'Hackathon Vassal. Hein. Ça, c'est un de leurs projets phares, c'est la réhabilitation du quartier du Grand Parc à Bordeaux. Hein. Et c'est vrai que ce qui est fascinant chez eux, c'est que voilà, ils ont mis en place un protocole, là, pratiquement, pour intervenir sur le bâti moderne, sur les quartiers modernes. Bon, ils avaient déjà fait à cette époque la tour Bois-le-Prêtre, vous voyez, où ils avaient gardé le noyau de la tour, ils avaient enlevé toutes les façades et puis tout le sarcophage thermique hein, qui avait été posé dans les années 80 hein, pour au contraire créer des grands espaces tampons, vous voyez, pour faire des logements plus grands et puis avoir plus d'inertie voilà, dans le bâtiment hein, pour effectivement donc faire en sorte que le bâtiment il soit moins tributaire hein, des changements climatiques. Voilà, là c'est avant-après, vous voyez, d'un côté, donc, les immeubles du Grand Parc qui ont été construits dans les années 50-60 à Bordeaux et qui ont été effectivement, vous voyez, entourés par une gangue hein, d'isolation. Hein, c'est un truc terrible. Enfin, quand on pense que les gens pouvaient habiter là, c'est vrai que c'est un peu terrible. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enlevé complètement hein, cette gangue isolante et ils ont agrandi les logements et créé des vérandas vitrées pour pouvoir donc avoir des appartements plus grands et surtout donc arriver donc à trouver des espaces tampons qui permettent de réguler voilà donc la température dans les logements, voilà, soit en les rafraîchissant l'été, soit en les fermant complètement et avec des rideaux thermiques et en se protégeant du froid d'hiver.
Voilà, donc en haut, c'est l'existant, vous voyez, c'était juste un tout petit balcon, un séjour et une chambre. Et donc, ils ont, sur la partie sud, ils ont mis des grandes... ils ont construit donc, devant, pour avoir plus de surface, et surtout pour avoir ces sas thermiques, hein, qui protègent du froid l'été et qui peuvent permettre une ventilation, qui peuvent générer donc une certaine inertie, donc qui protègent du froid l'hiver, qui permettent de générer une certaine inertie l'été, et qui permettent de créer donc des courants d'air et de rafraîchir les appartements. Voilà donc l'idée de cette double peau. Et là, vous voyez donc la double peau avec les rideaux thermiques. Et ce qui est fascinant surtout chez eux, c'est ça. Enfin, je sais pas, on a vu tout à l'heure la photo de la famille dans la cité des 4000, qui était confrontée, là, vous voyez, sans aucun filtre, sans aucune, dont l'intimité était confrontée là, immédiatement avec une ville totalement abstraite. Et là, l'idée de la maison faciale, quelque part, c'est de mettre voilà, toutes ces caractéristiques tout l'espace de ramener voilà, un espace intermédiaire de la rue, l'espace des relations, donc à l'intérieur même du logement, vous voyez, en créant ces gigantesques espaces supplémentaires, vous voyez, dans des séjours immenses, voilà, mais qui sont aussi des sas thermiques et qui permettent effectivement d'avoir toute une activité sociale à l'intérieur de son appartement, mais aussi, vous voyez que cette activité sociale, eh bien, elle transparaissent à l'extérieur, et puis donc elles viennent quelque part modifier voilà, l'environnement extérieur. À toutes les photos de Philippe Ruot, à tout ce qu'on peut imaginer donc, voilà, à l'intérieur de ces logements. Voilà, moi je vais terminer en évoquant la consultation au quartier de demain, hein, qui a eu lieu l'année dernière, en 2025, et qui a fait l'objet d'une exposition très intéressante, j'ai trouvé, donc à la Cité de l'Architecture. Et de toute façon, bon, bien sûr, je sais bien que la profession générale critique donc, beaucoup tous ces grands projets. Mon quartier de demain, c'est vrai que il y a des problèmes, c'est sûr, ça n'aboutira peut-être pas. Mais en même temps, c'est vrai que ça pose peut-être de bonnes questions, comme par exemple le Grand Paris, à un moment donné, c'est vrai que bon, ça n'a pas du tout abouti, mais ça a posé des questions. Je me rappelle, à l'époque, j'étais parti en Iran, puis parce que j'avais un contact là-bas, et puis on m'avait demandé au ministère de l'Équipement de faire une conférence sur le Grand Paris, ça les intéressait. Bon, oui. Enfin, ça a intéressé, il y a eu le Grand Moscou, enfin, ça a intéressé tout le monde. Après, il y a eu le truc de la ville de Paris, là, je ne me rappelle pas comment ça s'appelle. Comment? Oui, réinventer Paris, voilà, on a beaucoup critiqué, mais en même temps, voilà, il y a des choses, il y a des solutions qui ont émergé qui n'étaient pas possibles dans les autres concours. Et là, c'est vrai que je vois ça, ce qui m'a assez fasciné, c'est le fait que voilà, on demande à des agences un peu internationales de réfléchir à des problèmes qui, pour la plupart des municipalités, ne sont pas des problèmes. Par exemple, quand on voit un immeuble qui a des problèmes d'isolation thermique, on dit c'est une passoire thermique, ce qui ne veut absolument rien dire, et on appelle une entreprise, et puis, ou un architecte, mais qui est juste là pour encaisser les chèques, et puis voilà, on colle, vous voyez, sur le bâtiment, donc des 30 cm d'isolation. Et là, je trouvais que c'était vraiment intéressant de demander à des gens comme Perrault, comme Hélène Hart et Berthelot de réfléchir donc à ces questions-là. Bon, j'ai choisi quelques projets, d'abord qui ne sont pas lauréats. Hein, c'est pas, je trouve que ce qui est très, très bien d'ailleurs dans cette exposition, c'est que
tous les projets présentés étaient à la même enseigne, tous étaient prêts, qu'ils soient lauréats ou non. Et c'est vrai que les lauréats, c'est pas du tout une critique, mais c'était pas forcément les meilleurs projets. Mais bien sûr, il y a des questions d'ordre économique dont moi je ne tiens absolument pas compte. Alors pour commencer, je vais parler d'un projet à Colmar. Voilà, c'est l'aménagement de la plaine Pasteur. Donc, la plaine Pasteur, c'est ce grand vide là qu'on voit ici au centre. Voilà, à côté, il y a l'hôpital Pasteur qui a été fait par un élève de Perret, qui est assez magnifique. Donc, la ville de Colmar, elle est à droite, et puis à gauche, donc, il y a les contreforts des, des Vosges. Et donc, son projet, je trouvais ce que je trouvais ça assez fascinant dans son projet, c'est que les autres équipes, c'est vrai qu'elles avaient quelque part, elles étaient parties du programme parce que c'était un projet, des consultations avec les habitants, donc ils les avaient demandé, moi je veux, je sais pas quoi, un endroit pour lire ou pour jouer au foot. Et donc, enfin c'est peut-être un peu méchant de dire ça, mais c'est que les autres équipes, c'était plutôt des illustrations du programme. Quoi, voilà, donc il y avait un endroit pour lire, un endroit pour s'embrasser, un endroit pour je ne sais pas quoi, enfin peu importe. Tandis qu'elle n'avait pas du tout fait ça. Quoi. Elle a fait un grand espace ovale, voilà, donc dessiné. Et ce grand espace ovale, voilà, finalement, il marque un lieu. Quoi. Il marque un, il marque un ici. Voilà, on est ici. Quoi. On n'est pas dans des activités. Non, on est dans un gigantesque espace ovale qui met en relation, vous voyez, donc à la fois les tissus très différents, les grands ensembles, l'hôpital, les pavillonnaires, les cités-jardins, et puis au loin, vous voyez, le contrefort des Vosges, qui permet de rassembler les choses, vous voyez, et véritablement de faire une articulation voilà, entre cet endroit-là, cette zone voilà, qui s'est construite très rapidement autour de l'hôpital dans les années 50-60, et qui permet de de lui conférer quelque chose qui est de l'ordre de l'identité, voilà, d'être ici, voilà, et pas nulle part, et pas ailleurs. Et après, c'est vrai que, bon, voilà, on donne ça, on donne une grande prairie, et puis après, bon, il y a des activités qui peuvent se faire ou ne pas se faire. Et là, c'est vrai que cette grande prairie donc, a été entourée par des bosquets, et puis donc dans les bosquets, eh bien, il y avait des activités pour pardon, il y avait des éléments logistiques voilà, qui permettaient donc d'avoir des activités sur le grand espace central. Voilà, ça c'est la halle très simple, mais très pertinente de Inessa Hanche. Autre exemple, autre cas, c'est pareil, j'ai choisi un tout petit peu les projets qui se sont, malgré tout, vous voyez, qui se sont posé la question de, voilà, pas seulement voilà, de répondre au programme, ou de répondre, d'avoir des espaces confortables, vous voyez, de se plier comme ça donc, au désir des gens, mais qui ont cherché donc, à rassembler, à rassembler donc, à rassembler et surtout à faire en sorte que voilà, ces lieux soient attirants et ces lieux existent. L'autre projet que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est plus à Colmar maintenant, c'est à Sedan, hein, c'est la résidence Ardennes. Vous voyez, on voit donc à droite, c'est la citadelle de Sedan, et puis après, donc, il y a des constructions aussi qui ont été faites par des ingénieurs militaires du XVIIe siècle, pour protéger la ville contre les invasions du Nord, mais qui dominent aussi donc, complètement la ville. Et donc, on voit à droite, donc, sur cette gigantesque place forte, oui, place forte, eh bien, il y a des tours qui ont été construites. Et ces tours, c'est vrai que, putain, on les voit de partout dans la ville. Et franchement, le gros problème, c'est que, bon, peut-être on était bien quand on habitait à l'intérieur, mais en même temps, je ne sais même, je suis même pas sûr parce qu'elles n'étaient pas très ouvertes sur l'extérieur. Mais surtout, elles avaient un côté un peu presque carcéral, voilà. Voilà, même si la façade, elle est très belle, parce qu'elle est très, avec ses balcons comme ça qui venaient à 45 degrés, mais
les balcons à 45 degrés, ça va quand on est dans un vis-à-vis, mais quand on a des gigantesques ouvertures d'espace de partout, c'est pas du tout adapté. Et surtout, voilà, ça faisait en sorte que c'est tout, elle n'était pas à l'échelle du paysage. Et ce que je trouvais très très fort dans la proposition de Xavier de Getter, hein, c'est que justement, il s'est surtout préoccupé de ça, c'est comment, ils se sont bien sûr préoccupés de l'occupation des tours, bien sûr, on va le voir tout à l'heure, mais surtout, vous voyez, ils sont préoccupés d'arriver donc à mettre en relation l'échelle du grand paysage et puis l'échelle de ce quartier. L'échelle de la ville et l'échelle de ce quartier. Voilà, ça c'est le travail. Ils ont donc, vous voyez, créé, eux aussi, ils ont créé un cercle hein, pour encore plus renforcer la solidarité entre les tours existantes. Et puis ensuite, donc, ils ont redessiné complètement les façades en évidant les angles pour créer des loggias et puis faire des grands appartements avec des séjours donnant sur ces loggias aux angles. Et surtout, vous voyez, donc, mettre ces tours à l'échelle du paysage, vous voyez, des grandes fenêtres, hein, des grandes loggias. Vous voyez. Voilà. Mais pour terminer, donc, je pense un des projets qui n'est pas non plus gagné, mais qui avait fait parmi l'unanimité parmi les gens avec qui j'ai parlé, c'est le réaménagement enfin, c'est le quartier des Templiers à Coulommiers. Donc, on le voit, je ne sais pas ce qu'on voit ici d'ailleurs, on voit, oui, là, le truc, c'est peut-être pas génial, oui, je pense pas, ouais. Le quartier des Templiers à Coulommiers. Et donc, là, c'est l'ancienne commanderie des Templiers, mais elle n'est pas du tout, on ne la voit pas, si vous voulez. Le truc, le véritable monument du site, c'est le château d'eau qui se trouve ici, vous voyez. Voilà. Et dans ce site, donc, il y avait deux écoles, donc une école élémentaire et puis une école maternelle. Voilà. Et en fait, tout a poussé les équipes en compétition à faire un grand pôle éducatif rassemblant les deux écoles, parce que cette partie du quartier était promise, la partie à droite, était promise à la destruction. Voilà. Et ce qui est très, très intéressant, c'est que l'équipe, ça c'est l'école de Jean Debry, d'Émile Ayot, donc voilà, un architecte quand même très pertinent des années 60. Elle était promise à la destruction, alors qu'il y a tout un jeu, si vous voulez, on le voit avec ces petites fenêtres qui s'adaptaient parfaitement, vous voyez, à la fois au corps des enfants et au corps des adultes. Il y a c'est un bâtiment qui pouvait tout à fait être réhabilité. Et donc, les équipes avaient été plutôt aiguillées vers la destruction de ce bâtiment et puis de créer donc une grande école de, je ne sais pas combien de classes, de 70 classes, je ne sais pas quoi, vous voyez, avec la crèche, la maternelle, l'école primaire. Un grand centre, bon, un grand pôle. Bon, c'est vrai que le grand pôle, pour la mairie, c'était intéressant parce que ça permettait de mutualiser, vous voyez, tous les services. Mais justement, l'équipe donc de Vurpas, ils ont pensé tout à fait le contraire. Quoi. Ils ont pensé qu'il fallait absolument, vous voyez, donc au contraire, disperser, vous voyez, tous les équipements scolaires dans la cité, vous voyez, voilà. Voilà, on a essayé de tout disperser les choses. Donc, bien sûr, réhabiliter l'école d'Émile Ayot, voilà, donc rassembler, parce qu'il y avait deux parties, une pour les garçons, une pour les filles, donc les rassembler en créant un couloir en bois qui permet l'accès aux classes et la réunification des deux barres. Voilà, on le voit ici. Réhabiliter, bien sûr, les bâtiments autour. Et puis, voilà, créer un gigantesque parc et considérer ce parc comme le parvis des écoles, vous voyez. Laisser les deux réhabiliter à la fois l'école d'Émile Ayot des années 60 et puis réhabiliter aussi notre école, c'est l'école maternelle des années 60-70, de style radicalement différent, mais tout réhabiliter pour créer un gigantesque parvis, un gigantesque parc pour les enfants. Et puis, bien sûr, faire en sorte que voilà, les écoles, elles restent, vous voyez, donc à l'échelle des enfants, puisqu'il y en a d'autres. Et surtout, le truc, je trouve, le plus sidérant, là, je trouve, c'était de dire que, voilà,
Dans ces quartiers, les gens, ils viennent, ils rentrent chez eux, ils s'enferment, ils ferment les fenêtres, ils ferment les rideaux, ils ferment les stores, ils ferment les volets. Et donc, entre les bâtiments, il ne se passe absolument rien. Et finalement, de considérer, peut-être d'exploiter, vous voyez, hein, le corps des enfants, le corps des enfants qui jouent, justement pour réactiver, voilà, hein, pour réanimer l'ensemble du quartier, voilà, hein, comme on le voit sur la photo. Et donc, quelque part, vous voyez, revenir donc, à l'introduction, revenir donc, aux effets du bon gouvernement, avec effectivement, vous voyez, toute cette population hein, qui est dans la rue, dans les entre-deux, et qui occupe l'espace. Parce que finalement, c'est ça le quartier. Vous voyez. Donc, en fait, c'est toutes les relations hein, qu'on peut avoir avec les gens dès que l'on sort de son logement. Et dans ce cas-là, c'est vrai que ces relations, eh bien, elles ne pouvaient être portées que par les enfants. Merci.